Lisa Garner. Derniers adieux. Prologue. Aux États-Unis, les espèces dangereuses comprennent la veuve noire et l'araignée violoniste. Tiré de Spiders and Their Kin, Herbert W. et Lorna R. Levy, St. Martin's Press, 2002. Il gémissait. Un râle du fond de la gorge, et ses doigts resserraient leur étreinte dans les cheveux de la fille. Celle-ci retroussa ses lèvres au-dessus de ses dents et accentua la pression. Les hanches du garçon se soulevèrent, et il se mit à proférer le flot habituel d'ineptie que les hommes aiment à murmurer dans ces moments-là. « Seigneur, oh mon Dieu, continue, t'es trop belle. Oh mon Dieu, t'es la meilleure. Oh, Ginny, 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 ma Ginny chérie. » Elle se demanda s'il s'entendait parler, s'il avait la moindre idée de ce qu'il racontait, du fait qu'il la comparait parfois à une sainte, qu'il lui disait qu'elle était sublime, une beauté, une rose noire de Georgie, qu'il avait été un jour jusqu'à lui dire qu'il l'aimait. Il dirait n'importe quoi dans ces moments-là. Le levier de vitesse lui rentrait dans la hanche et commençait à lui faire mal. Elle leva la main droite vers le haut du jean du garçon pour le descendre plus bas sur les cuisses. Encore un léger changement de position et il octait maintenant, comme à l'agonie. « Bon sang, c'est bon Ginny, ma toute belle, chérie, jolie, adorable, tu veux me tuer, tu veux me tuer, tu veux me tuer. » « Oh, allez, pensa-t-elle, finissons-en. » Encore quelques manœuvres, un peu plus de pression de la bouche, puis un peu plus de pression de la main. Tommy haletait, l'heureux garçon. Et la petite Ginny allait enfin avoir droit à une gâterie. Elle se réfugia de l'autre côté de la voiture en tournant légèrement la tête pour qu'il ne la voie pas s'essuyer la bouche d'un revers de la main. La bouteille de Jim Beam se trouvait là où il l'avait laissée rouler, au sol, sous ses pieds. Ginny la ramassa, but un coup, la tendit à Tommy. Il avait encore le pantalon entortillé autour des jambes et sur son visage de capitaine de l'équipe de foot du lycée, une expression hébétée. « Merde, Ginny, là, t'essaies vraiment de me tuer. » Elle rit, prit elle-même une autre gorgée, si grosse que ses yeux la brûlèrent, et elle se dit que c'était le whisky et rien d'autre. Tommy commença à se rhabiller. Il remonta d'abord son slip blanc, puis son jean, avant de boucler sa ceinture. Il agissait avec naturel, sans l'ombre de la gêne que les filles ressentent en général. C'était pour ça que Ginny préférait tailler une pipe sur le siège avant plutôt que de faire l'amour sur la banquette arrière, ce qui prend plus de temps et demande plus d'organisation. Une pipe, en revanche, ça reste simple, et avec la plupart des mecs, rapide. Tommy voulait le bourbon maintenant. Elle lui donna la bouteille, regarda sa pomme d'Adam monter et descendre au-dessus de son blouson de l'équipe de foot pendant qu'il buvait. Il se passa la main sur la bouche et lui rendit la bouteille. « Sexe et whisky, que demander de plus ?» dit-il avec un grand sourire. « Pas mal pour un mardi soir, » concéda-t-elle. Il se pencha vers elle pour glisser une main sous son chemisier et prendre son sein. Ses doigts trouvèrent son téton gauche et le pincèrent pour voir. « T'es sûre ?» Elle chassa sa main d'une tape. « Pas moyen, je dois rentrer. Ma mère m'a prévenu que la prochaine fois que je ne respectais pas le couvre-feu, elle m'enfermait dehors. »« Ta mère ? Ce serait pas un peu l'hôpital qui se fout de la charité ?» Ginny ne releva pas. « D'ailleurs, tu n'es pas censée aller retrouver tes potes ? Ou faire un petit tour chez Darlene ? Je suppose que mademoiselle ne peut pas s'endormir si elle n'a pas vu son chéri une dernière fois. » Elle avait commencé sur un ton badin, mais terminé d'une voix crispée. Ce n'est pas parce qu'on connaît sa place dans le monde qu'on doit s'en satisfaire. À côté d'elle, Tommy ne disait plus rien. Il tendit la main vers elle, lui caressa la joue du pouce. C'était un geste étrange de sa part. Presque tendre. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il tout à coup en retirant sa main pour fouiller dans la poche avant de son jean. Elle le regarda avec irritation.
Évidemment qu'il avait quelque chose pour elle. C'était la règle du jeu. La petite paumée baisait à mort avec le beau quarterback plein aux as, qui, en échange, lui offrait de jolies choses qui brillent. Parce que si tous les garçons ont des besoins, tous ne peuvent pas les satisfaire avec leurs copines coincées. Tommy la dévisageait. Avec un temps de retard, Ginny regarda sa main ouverte et découvrit avec une réelle stupeur qu'il lui tendait sa chevalière de lycée. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» lâcha-t-elle. Tommy eut un mouvement de recul mais se reprit sans tarder. « Je sais que tu es surprise. Darlene va te découper le cœur à la petite cuillère si elle me voit porter ça. » Darlene ne compte plus. « Depuis quand ?»« Depuis que j'ai rompu avec elle samedi soir. » Ginny ouvrit de grands yeux. « Mais pourquoi tu ferais une connerie pareille ?» Tommy se rembrunit. Il ne s'attendait manifestement pas à une telle réaction, mais une fois encore, il persévéra. « Ginny chérie, je crois que tu ne comprends pas. »« Oh que si. Darlene est belle, Darlene a de jolis vêtements, l'argent de son papa et un rouge à lèvres impeccable, qu'elle ne peut évidemment pas abîmer en suçant son petit copain canon. »« Tu n'es pas obligé de présenter les choses comme ça, » répondit Tommy avec raideur. « Présenter les choses comme ça ? Que la précieuse petite Darlene refuse d'avaler ? Et que donc tu t'es fourré dans le crâne que tu es amoureux de Miss Paumée ? Ne dis pas ça. Dire quoi ? La vérité ? Je sais qui je suis. Le seul dans cette voiture qui est de la merde à la place du cerveau, c'est toi. Et puis je voulais un collier en or et tu m'avais promis. Alors c'est ça ? Tout ça, c'est à cause du collier ? Évidemment. Il l'observa, la mâchoire crispée. Tu sais quoi ? Trace a voulu me prévenir à ton sujet. Il m'a dit que tu avais un mauvais fond, une âme de serpent. Je lui ai dit qu'il se trompait. Tu n'es pas ta mère, Ginny. Tu pourrais être... Tu es quelqu'un d'extraordinaire. À mes yeux, en tout cas, conclut-il en bombant le torse. Mais c'est quoi ton problème ? C'en était trop pour elle. Elle ouvrit la portière, sortit d'un bond de la voiture, l'entendit se hâter de descendre de l'autre côté, peut-être dans l'idée qu'il ferait mieux de l'arrêter avant qu'elle ne commette une bêtise. Ils étaient garés au bord d'une piste de débardage dans la forêt. L'endroit était désert, le sol ferme et inégal sous ses pieds. Un instant, elle fut prise d'une envie irraisonnée de courir. Elle allait tout simplement s'élancer et dévaler le long tunnel bleu qui filait entre les grands pins des marais. Elle était jeune et forte. Une fille comme elle pouvait courir longtemps. Dieu sait qu'elle avait eu de l'entraînement. « Ginny, parle-moi !» La voix de Tommy derrière elle, toujours attentionné, sans pour autant se montrer intrusif. C'était bien sa chance. Il avait sans doute pris des cours de poésie, ou alors il s'était mis à écouter les ballades de Sarah McLachlan, ou une connerie du genre. Tout le monde prêtait de la profondeur à tout le monde ces temps-ci. Il ne se rendait donc pas compte que les clichés sont beaucoup plus faciles à manier. Elle prit une grande inspiration, leva la tête, regarda les étoiles. « Si la vie te donne des citrons, se dit-elle, fais-en de la citronnade. » L'absurdité même de cette réflexion lui donna envie de rire, ou peut-être de pleurer. Alors elle fit ce qu'elle faisait de mieux. Elle serra les poings et joua finement sa partie. Quoi qu'en pensent les gens, les filles comme elle ne peuvent pas se permettre d'être faciles. « Écoute, Tommy, déclara-t-elle. Faut que je sois honnête, je m'attendais pas à ça. » Bah ouais, moi non plus je m'y attendais pas. C'est pas comme si j'avais décidé que ça arrive. Ça va te faire du tort, tu sais. Si je porte cette chevalière, les mecs du lycée, ils en sortiront des vertes et des pas mûres. Tant pis. D'ici 4 mois, tu seras diplômé. Tu auras fini. Voyons, Tommy, t'as pas besoin de ces conneries. Ginny, commença-t-il, à nouveau pressant. Elle posa un doigt sur les lèvres du garçon. Je vais prendre ta chevalière, Tommy. Vraiment ? Plein d'espoir à présent, de sincérité. Foutue Sarah McLachlan. Tu as apporté le collier ? Ben oui, juste au cas où, mais file-le-moi. Je porterai la chevalière accrochée dessus, sous mon chemisier. Ce sera notre secret. Un truc qu'on sera les seuls à savoir.
au moins jusqu'à la fin des cours. J'ai pas besoin de grandes démonstrations pour savoir que tu tiens à moi. Déjà, juste là, ce que tu as réussi à faire... » Sa voix se tendait à nouveau. Elle se força à conclure sur une note plus enjouée. « Ça représente beaucoup que tu aies eu l'idée de faire ça. » Le visage de Tommy s'illumina. Il fouilla dans sa poche et finit par sortir un tout petit sachet plastique qui contenait le collier. Il l'avait probablement acheté au Walmart. 14 carats, ça lui ferait verdir la peau du cou. Merde, tout ça pour ça? Elle prit la chaîne, la fit passer dans l'anneau de la chevalière, adressa à Tommy un sourire rassurant. Il l'attrapa pour l'embrasser violemment. Elle se laissa faire, mais ensuite il recommença à la plotter, dans l'évidente intention de cimenter leur nouvelle relation par un coït dans les bois. Bon sang, qu'elle était fatiguée. Non sans effort, elle le repoussa, luttant contre 90 kilos de testostérone. « Tommy, le sermonna-t-elle hors d'haleine. Le couvre-feu, tu te souviens? On va pas commencer notre nouvelle relation avec moi qui serait privé de sortie. » Il sourit, rouge comme une pivoine. « Ouais, d'accord, j'imagine que non. Oh, mais zut, Ginny. Ouais. En voiture, mon grand. On va voir si tu sais rouler vite. » Tommy savait. Malgré tout, il était déjà 11h10 lorsqu'ils arrivèrent chez Ginny. La lumière du perron était allumée, mais rien ne bougeait derrière les stores. Avec un peu de chance, sa mère était sortie et n'en saurait jamais rien. Après la soirée qu'elle avait passée, Ginny trouvait qu'elle méritait des vacances. Tommy voulait attendre qu'elle soit bien en sécurité à l'intérieur de la maison. Elle lui assura que cela ne ferait qu'empirer les choses, que sa mère risquait de sortir, de leur faire une scène. Encore quelques câlineries. Au prix de 5 précieuses minutes supplémentaires, il finit par s'en aller. « Mon héros », songea-t-elle avec ironie avant de se diriger vers sa maison. Celle-ci était petite et grise, sans un brin d'herbe. Triste à l'extérieur, encore plus triste à l'intérieur. Mais bon, c'était chez elle, comme on dit. Au moins, ce n'était pas un village de mobil-home. C'est que Ginny avait eu un père autrefois. Il était grand et beau, avec un gros rire tonitruant et des bras puissants et épais dont il se servait pour la lancer en l'air lorsqu'il rentrait après une longue journée de travail. Un jour, son père était mort. Alors qu'il rentrait chez lui, après un chantier où il avait posé du placo, ses roues avant avaient attrapé une plaque de verglas. L'argent de l'assurance avait payé la maison. Sa mère s'était orientée vers d'autres activités pour payer le reste. Ginny essaya la porte, verrouillée. Philosophe, elle haussa les épaules, fit le tour jusqu'à la porte de derrière, verrouillée elle aussi. Elle essaya les fenêtres, tout en sachant déjà qu'elle ne bougerait pas plus d'1 millimètre. Sa mère aimait fermer à double tour. Leur quartier avait peut-être été un quartier ouvrier à une époque, mais 10 années et une crise économique étaient passées par là. Ginny frappa à la porte, appuya sur la sonnette. Pas le moindre store ne frémit. Sa mère avait osé. Ginny n'avait pas respecté le couvre-feu et sa fichue mère, apparemment persuadée qu'elle pourrait mieux faire pour peu qu'elle s'achète une conduite, l'avait enfermée dehors. Putain de merde! Elle allait faire un tour. Peut-être que d'ici 1 heure ou 2, sa mère déciderait que le message était passé. Ginny descendit la rue plongée dans l'obscurité, passa devant une kyrielle de petites maisons. Des gens qui par le passé gagnaient leur vie et qui pour beaucoup ne la gagnaient plus. Elle venait d'atteindre l'intersection avec le chemin vicinal quand le 4x4 noir passa en trombe. Elle vit les feux de stop s'embraser comme des yeux de dragon lorsqu'il s'immobilisa dans un crissement de pneus 20 mètres plus loin. Une tête sortit côté conducteur. Trop noire pour distinguer vraiment autre chose que les contours d'une casquette. Une grosse voix masculine demanda « Je vous dépose quelque part ?» Il ne fallut qu'un instant à Ginny pour se décider. La voiture semblait luxueuse,
la voix grave. On aurait dit que sa soirée se présentait enfin sous un meilleur jour. Ginny comprit son erreur 5 minutes plus tard, après être montée dans le 4x4 ronflant et avoir caressé le cuir tanné et doux. Après avoir ri nerveusement et raconté au type, un homme d'âge moyen, soigné, qu'elle était tombée en panne d'essence. Après avoir, avec un autre rire nerveux, suggéré qu'il pourrait lui faire un tour dans le quartier. Il n'avait pas répondu grand-chose. S'était contenté de tourner encore une fois à gauche, une fois à droite, avant de s'arrêter net derrière l'immense entrepôt et de couper le moteur. Ginny fut alors parcourue d'un premier frisson. Avec un parfait inconnu, il y a toujours un instant, au début, où l'on a presque peur. Avant de se souvenir qu'on n'a plus de raison d'avoir peur parce qu'aucun connard ne peut plus rien vous prendre que vous n'avez déjà donné. Mais alors il se tourna vers elle et elle se retrouva face à un visage plat, sans sourire. Une mâchoire dure et carrée, des lèvres serrées, des yeux comme des trous d'eau démesurés et d'un noir insondable. Et ensuite, presque comme s'il connaissait d'avance sa réaction, comme s'il voulait savourer cet instant où l'expression passerait sur le visage de Ginny, il releva lentement le bord de sa casquette et lui montra son front. Dans la poche de sa veste en jean, les doigts de Ginny se refermèrent sur la chevalière de Tommy. Car il lui avait suffi d'un regard sur ce que l'homme avait fait pour comprendre plusieurs choses en même temps. Que sa mère n'aurait plus à s'inquiéter du couvre-feu, et que le jeune et libidineux Tommy n'aurait jamais à avoir honte devant ses amis. Parce que jamais, au grand jamais, cet homme ne la laisserait rentrer chez elle. Certaines filles sont intelligentes, d'autres rapides, d'autres fortes. Ginny, la pauvre Ginny Jones, avait déjà appris 4 ans auparavant, quand le petit ami de sa mère avait pour la première fois fait irruption dans sa chambre, qu'elle n'avait qu'un seul moyen de se sauver. « D'accord, » dit-elle vivement. « Ne tournons pas autour du pot. Pourquoi vous ne me dites pas exactement ce que vous voulez que je fasse, et je commencerai à me déshabiller. » Chapitre 1. Voilà les choses que personne ne te dira, qu'il faut avoir vécu soi-même pour les connaître. Ça ne fait mal que les toutes premières fois. Tu cries encore et encore, jusqu'à en avoir la gorge à vif, les yeux bouffis, un drôle de goût au fond de la bouche, une substance comme un mélange de bile, de vomi et de larmes. Tu appelles ta mère, tu implores Dieu. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne peux pas croire que ça arrive. Et pourtant si. Alors, peu à peu, tu te tais. La terreur ne dure pas indéfiniment. C'est impossible. Ça demande trop d'énergie de l'entretenir. Et, à vrai dire, la terreur naît de la rencontre avec l'inconnu. Mais quand c'est arrivé un nombre suffisant de fois, quand tu as été systématiquement violenté, battu, soumis, ce n'est plus l'inconnu, n'est-ce pas ? Le même geste dont la perversité t'a un jour choqué, blessé, humilié, devient la norme. Voilà ce que sont désormais tes journées. Voilà la vie que tu mènes. Voilà ce que tu es devenu. Un spécimen de la collection. Chapitre 2. Les araignées sont en permanence à l'affût de proies, mais des prédateurs sont aussi à l'affût des araignées. Celles-ci se mettent à l'abri du danger par d'habiles camouflages et des fuites rapides. Tiré de Spiders and Their Kin, Herbert W. et Lorna R. Levy, Saint Martin's Press, 2002.
On a un problème. Sans rire, la production de cristal à grande échelle, une classe moyenne qui décroche de plus en plus, sans parler tout ce cirque à propos du réchauffement climatique. Non, un vrai problème. Kimberly soupira. 3 jours à présent qu'il travaillait sur cette scène de crime. Assez pour qu'elle ne remarque plus l'odeur de kérosène brûlé et de corps calcinés. Elle était frigorifiée, déshydratée, et elle avait un point de côté. À ce stade, et de son point de vue, il en faudrait beaucoup pour faire figure de vrai problème. Elle siffla la fin de la bouteille d'eau, puis se détourna du village de tente qui abritait actuellement le poste de commandement pour faire face à son collègue. « Ok, Harold, quel est le problème ?»« Ah, il faut le voir pour le croire. » Sans attendre sa réponse, Harold s'éloigna à petite foulée, ne laissant d'autre choix à Kimberly que de le suivre. Il longea le périmètre de la scène de crime autour de ce qui avait autrefois été une prairie bucolique en lisière d'une épaisse forêt. La moitié des arbres étaient désormais décapités et le pâturage présentait une profonde et irrégulière balafre de terre qui aboutissait à un fuselage noirci, un tracteur John Deere écrabouillé et une aile droite tordue. Dans l'éventail des scènes de crime, les accidents aériens sont particulièrement complexes. Ils s'étendent sur de grandes superficies, présentent des contaminations biologiques, sont piégés par des morceaux de métal déchiquetés ou du verre brisé. Le genre de scène susceptible de désarçonner même le spécialiste du prélèvement d'indices le plus aguerri. En cet après-midi du 3e jour, l'équipe de Kimberly, chargée des constatations, avait enfin dépassé le stade de « par où on commence, bordel » pour rejoindre tranquillement la phase du « bien bossé, suis à la maison demain soir pour le dîner ». Tout le monde s'envoyait moins d'Advil derrière la cravate, s'accordait des pauses déjeuner plus longues. Rien de tout cela n'expliquait pourquoi Harold entraînait Kimberly loin du poste de commandement, du ronronnement du groupe électrogène, de l'effervescence des dizaines d'enquêteurs qui travaillaient en même temps sur la scène. Harold continuait, au petit trot, en ligne droite. 50 mètres, 100 mètres, 800 mètres. Mais qu'est-ce qu'on fout, Harold ? Encore 5 minutes, tu peux le faire. Harold pressa l'allure. Kimberly, qui n'était pas du genre à s'avouer vaincue, serra les dents et suivit. Ils arrivèrent au bout du périmètre de la scène de crime, et Harold tourna à droite dans le petit bosquet qui avait provoqué tout ce carnage, et dont les grands arbres tendaient leurs pics blancs en dents de scie vers le ciel d'hiver nuageux. « Il y a intérêt que ça vaille la peine, Harold. »« Ouais. S'il s'agit de me montrer une moustrare ou une espèce de graminée en voie de disparition, je te tue. »« J'en doute pas. » Harold se faufilait entre les arbres fracassés, se frayait un chemin au milieu des épaisses broussailles. Quand enfin il s'arrêta, Kimberly faillit lui rentrer dedans. « Regarde là-haut, » ordonna-t-il. Elle obtempéra. « Oh merde. On a un problème. » L'agent spécial du FBI, Kimberly Quincy, avait tout pour elle. Belle, intelligente et de noble extraction, puisqu'elle était la fille d'un légendaire ancien profileur du FBI, dont le nom était associé à ceux des Douglas et autres wrestlers dans les amphithéâtres de l'Académie. Elle avait des cheveux blonds, cendrés, mi-longs, des yeux bleus vifs et des traits fins et aristocratiques, héritage de sa mère décédée, laquelle était à l'origine de la 2e série de rumeurs qui devait suivre Kimberly jusqu'à la fin de sa carrière. Avec son 1,70 m et sa constitution svelte et athlétique, Kimberly était connue pour sa résistance à la fatigue, sa maîtrise des armes à feu et sa profonde aversion pour les contacts physiques. Si elle ne faisait pas partie de ses collègues qui provoquent le coup de foudre, elle inspirait assurément le respect. À l'aube de sa 4e année au sein du bureau du FBI à Atlanta, alors qu'elle avait enfin été affectée au service de police judiciaire et nommée à la tête d'une des 3 équipes de relevé d'indices que comptait la ville, sa carrière était sur de bons rails, du moins jusqu'à ces 5 derniers mois. Quoique ce n'était pas non plus tout à fait exact.
Hormis le fait qu'elle ne participait plus aux exercices de tir, rien n'avait changé. Après tout, le FBI d'aujourd'hui se voulait une administration éclairée. Tout pour l'équité, la justice et l'égalité des sexes. Comme les agences plaisaient à le dire pour la charrier, ce n'était plus le FBI de papa. Dans l'instant présent, Kimberly avait de plus gros problèmes à résoudre. À commencer par la jambe sectionnée qui se balançait dans un rhododendron géant, 3 mètres à l'extérieur du périmètre de leur scène de crime. « Mais comment tu as bien pu voir ce truc-là » demanda-t-elle en regagnant le poste de commandement au pas de charge avec Harold Foster. « Les oiseaux. J'en voyais tout le temps une volée s'enfuir de ce bosquet. Du coup, je me suis dit qu'il devait y avoir un prédateur dans les parages. Et du coup, je me suis demandé ce qui pouvait attirer un prédateur dans un endroit pareil. Et là, tu sais ce que c'est, » conclut-il laconique. Kimberly acquiesça, même si, étant elle-même une fille de la ville, elle ne savait pas vraiment ce que c'était. Harold, en revanche, avait grandi dans une cabane en rondin et travaillé pour l'Office national des forêts. Il savait suivre un lynx à la trace, dépouiller un cerf et prédire la météo en observant la répartition de la mousse sur un arbre. Avec son 1,90 m pour 85 kg, il tenait plus du poteau télégraphique que du bûcheron. Mais marcher 30 km n'était pour lui qu'une promenade de santé, et lorsque les équipes de relevé d'indices d'Atlanta avaient travaillé sur l'affaire Rudolph, le poseur de bombes du parc olympique, Harold avait réussi à rejoindre son campement isolé 1 heure avant le reste de la troupe qui s'échinait encore à gravir la pente boisée à 45 degrés. « Tu l'annonces à Rachel ?» demanda Harold. « Ou il faut que je le fasse ?»« Oh, je crois que tout le mérite devrait te revenir. »« Non, vraiment. C'est toi le chef d'équipe. Et puis, elle s'énervera pas contre toi. » Il insista plus que nécessaire sur cette dernière phrase. Kimberly voyait ce qu'il voulait dire. Et bien sûr, il avait raison. Elle se massa le côté et fit comme si cela ne la contrariait pas. Tout avait commencé le samedi, lorsqu'un 727 avait décollé de l'aéroport de Charlotte, en Caroline du Nord, à 6h05 du matin. Avec 3 membres d'équipage à son bord et le ventre plein de courrier, il devait arriver à Atlanta à 7h20. Le temps était humide et brumeux, avec risque de verglas. L'origine exacte du drame restait encore à déterminer par l'aviation civile. Mais peu après 7h15, pendant la première phase d'approche de la piste, le 727 avait perdu de l'altitude, accroché le sommet d'un bosquet dense avec son aile droite et était venu donner de la bande dans un champ, où il avait accompli une sorte de roue et embouti une moissonneuse-batteuse, 2 camionnettes et un tracteur, le tout en répandant des débris métalliques sur une glissade de près d'1 kilomètre qui s'était achevée par l'embrasement du fuselage. Le temps que les secours arrivent, les membres d'équipage avaient péri, et il ne restait plus qu'une toute petite formalité à accomplir, analyser une traînée d'1 kilomètre de débris, parmi lesquels 3 cadavres, un avion, 4 engins agricoles et une avalanche de lettres. Les gars de l'aviation civile étaient arrivés pour superviser les opérations, et en vertu du protocole d'accord passé entre l'aviation civile et le FBI, les 3 équipes de relevé d'indices d'Atlanta étaient mobilisées pour les assister. Le premier geste du coordinateur des équipes du FBI, Rachel Childs, avait été de définir un périmètre. Règle numéro 1 en matière d'explosion et d'accident d'avion, le périmètre est établi à 150% de la distance entre l'épicentre de l'explosion et l'indice le plus éloigné. Autrement dit, si l'indice le plus éloigné se trouve à 100 mètres de l'explosion, le périmètre est à 150 mètres. Or, dans le cas présent, le périmètre s'étendait sur 4 km de long et 800 mètres de large. Pas franchement une scène de crime classique du type silhouette tracée à la craie sur le plancher de la bibliothèque, là où le majordome a tué un homme avec un chandelier.
Mais une scène absolument idéale pour le dernier joujou high-tech du FBI, le tachéomètre électronique. Mis au point à partir de l'instrument d'arpentage classique employé par les équipes d'entretien des routes, le tachéomètre électronique était un laser relié à un logiciel spécial scène de crime. Grâce à lui, le relevé des données se faisait littéralement d'une pression sur un bouton, après quoi il crachait des modélisations en 3D dernier cri sur lesquelles les enquêteurs pouvaient méditer à chaque changement d'équipe. La procédure était relativement simple, mais le travail intense. Pour commencer, des dizaines de techniciens de scène de crime procédaient aux constatations, plaçant un signal sur chaque indice avant de le classer. Débris d'avion, restes humains, effets personnels. Puis, celui qui avait été désigné jalonneur installait un prisme réflecteur sur chaque indice étiqueté. Enfin, l'opérateur visait le prisme et appuyait sur le bouton pour entrer l'indice dans la base de données du logiciel jusqu'à des distances de 5 km, tandis que le préparateur greffier supervisait les opérations en inventoriant et numérotant chaque objet entré dans le fichier. Tout le monde travaillait d'arrache-pied et en un clin d'œil, un chaos de débris tentaculaires était réduit à une jolie maquette numérique qui donnait presque un sens aux vicissitudes du destin. Il y avait là de quoi satisfaire n'importe quel maniaque du contrôle. Description qui allait comme un gant à Kimberly. Elle adorait être jalonneur, mais cette fois-ci, elle avait dû se contenter de tenir les registres. Ils étaient en vue du poste de commandement. Kimberly aperçut un petit peloton en chemise blanche et uniforme bleu marine, les représentants de l'aviation civile penchés sur un gigantesque plan du 727 originel. Puis un groupe vêtu de bleu électrique, une demi-douzaine de techniciens de scène de crime encore en tenue de protection, et enfin une tête d'épingle d'un cuivré flamboyant, Rachel Childs, rousse, patronne des équipes de relevé d'indices et perfectionniste jusqu'au bout des ongles. Kimberly et Harold passèrent sous le ruban de la scène de crime. « Bonne chance », murmura Harold. L'agent spéciale coordinatrice Childs était partie pour devenir une célèbre architecte à Chicago lorsqu'elle avait finalement décidé d'entrer au FBI. Elle s'était retrouvée assistante d'un des plus grands sorciers de Chicago en matière de recherche d'indices et le sort en avait été jeté. Rachel avait trouvé sa vocation. Son attention aux détails, son aptitude à dessiner des croquis à l'échelle et son obsession de la paperasse s'étaient révélées bien plus précieuses pour la collecte d'indices que pour l'embellissement du paysage urbain de Chicago. Tout cela remontait à 15 ans et elle avait définitivement tourné la page. Du haut de son 1,50 m pour 52 kilos, c'était une petite tornade passionnée à la Nancy Drew, qui était à 2 doigts de commettre son premier meurtre. « Mais comment avez-vous pu passer à côté d'un truc aussi énorme qu'une jambe ?» rugissait-elle. Kimberly, Harold et elle s'étaient éloignés de la foule pour gagner l'abri relatif d'un groupe électrogène bruyant. Rachel ne passait de savon à ses équipiers qu'en privé. Son équipe était sa famille. Elle pouvait savoir qu'ils étaient des tocards, elle pouvait le leur dire, mais cela ne regardait qu'eux. « La jambe se trouve dans un arbuste, osa enfin Harold. Sous un arbre, pas trop facile à voir. On est en février. Il y a longtemps que les feuilles sont tombées. Ça aurait dû être visible. C'est dans une pinède, répondit Kimberly. Harold m'y a emmené direct et même comme ça, j'ai rien vu avant qu'il me montre. Franchement, je suis bluffée qu'il ait vu quoi que ce soit. Harold lui lança un regard plein de gratitude. Kimberly haussa les épaules. Il avait raison. Rachel ne serait pas trop dure avec elle, autant en faire profiter les autres. Fais chier, bougonna Rachel. À J3, on devrait être en train de boucler, pas de reprendre les recherches. Avec ces erreurs d'amateurs, ça arrive. Oklahoma City, le crash aérien de Nashville. Des scènes de cette ampleur, c'est même étonnant qu'on arrive à en faire le tour, intervint à nouveau Kimberly. Quand même. On rectifie le périmètre. On concentre nos recherches sur le flanc ouest. Ça nous coûtera une journée supplémentaire.
Mais avec un peu de chance, il ne nous manquait qu'une jambe égarée. Rachel semblait pourtant de plus en plus contrariée. « Attendez une minute. Vous êtes sûr que c'était une jambe ?»« Ah, c'est pas la première fois que j'en vois, » répondit Harold. « Moi non plus, » confirma Kimberly. Mais Rachel s'était brusquement pris la tête entre les mains. « Oh, fais chier. Il ne nous manque aucun membre. On a sorti 3 corps de la cabine de pilotage intacts juste ce matin. Et vu que j'ai dirigé l'opération, je suis bien placée pour savoir qu'on avait les 6 jambes. » Harold regarda les 2 femmes. « Je t'avais dit qu'on avait un problème. » Ils emportèrent un appareil photo, des lampes torches, des gants, un râteau et une bâche. Un mini nécessaire de relevé d'indices. Rachel voulait voir la jambe par elle-même. Peut-être qu'ils auraient de la chance. On s'apercevrait qu'il s'agissait d'un morceau de tissu, du bras arraché d'un mannequin grandeur nature, ou mieux encore, du jarret postérieur d'un chevreuil qu'un chasseur aurait habillé juste pour rire. On avait déjà vu plus bizarre en Géorgie. Comme il ne restait que 2 heures avant la tombée de la nuit, ils agirent rapidement mais efficacement dans le bosquet. Ils commencèrent par passer le sol au peigne fin pour s'assurer qu'ils ne piétinaient rien. Puis, en plissant les yeux, Harold et Kimberly prirent l'objet dans les faisceaux croisés de leurs lampes torches, l'illuminant parmi les ombres des arbustes luxuriants. Rachel prit une demi-douzaine de clichés numériques, puis vint le tour du mètre et de la boussole pour noter la taille approximative de l'arbuste, sa situation par rapport au point fixe le plus proche, sa distance du périmètre actuel. Enfin, quand ils eurent tout consigné sauf le ululement d'une chouette effraie et le vent qui leur chatouillait la nuque, comme un frisson qui s'apprêtait à se glisser sous leur combinaison anti-vec, Harold souleva précautionneusement l'objet dans la nacelle que formaient les dents de son râteau. Rachel se hâta de déplier la bâche. Harold déposa sa trouvaille au milieu d'un océan de plastique bleu. Ils l'examinèrent. « Fais chier », commenta Rachel. C'était bel et bien une jambe, cisaillée au-dessus du genou et dont le sommet du fémur luisait, blanc sur la bâche bleue. À en juger par la taille, sans doute un homme, en jean. « Tu es sûre que les 3 corps étaient intacts ?» demanda Kimberly. Elle n'avait pas pu participer au relevé des indices cette fois-ci. Elle préférait se dire que cela ne l'ennuyait pas, mais si. Surtout maintenant qu'on avait, semblait-il, laissé passer un truc évident. Parce que, vu comme le cockpit a cramé, les corps ne pouvaient pas être en excellent état. En fait, le cockpit s'était séparé du fuselage principal. Il était roussi, mais pas anéanti. Il n'a pas été éclaboussé de kérosène pour que la température monte à ce point. « C'est pas un pilote », constata Harold. « Les pilotes ne portent pas de jeans. »« Un fermier ? Un ouvrier agricole ?» s'interrogea Kimberly. Peut-être qu'au moment où l'avion a télescopé le tracteur... Mais elle sut que c'était faux au moment même où elle le disait. Le fermier en question était déjà venu examiner les dégâts et pleurer sur son matériel. S'il lui avait manqué un employé, ils en auraient entendu parler à l'heure qu'il était. « Je ne comprends pas. » Rachel reculait, observait les bois alentour. « Nous sommes au milieu des arbres que l'avion a percutés tout au début. Regardez ça. » Elle montrait les cimes blanches et acérées des arbres déchiquetés jusqu'à quelques mètres plus au sud. Premier impact avec le bout de l'aile. L'aile droite est brusquement tirée vers le bas. L'avion vacille, mais le pilote corrige. Et il corrige trop en fait, puisqu'à 100 mètres de là, continua-t-elle en pivotant pour désigner un endroit hors de leur vue, dans la terre, au bord du champ, nous trouvons la profonde entaille laissée par le bout de l'aile gauche qui est descendue, s'est enfoncée et a fait partir l'avion dans une vrille fatale, conclut Kimberly. Autrement dit, à ce moment-là, à cet endroit, l'avion ne devait pas être encore en vrille et les jambes de l'équipage ne devaient pas tomber du ciel. Vous imaginez ça ? Nous sommes à 1,5 km du cockpit. Même si ce foutu avion avait explosé, et nous savons que ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on retrouverait une jambe jusqu'ici ? Harold décrivait un petit cercle en scrutant le sol. Alors Kimberly fit ce qui s'imposait. Elle recula, leva la tête et inspecta les arbres. La chance voulut qu'elle fût la première à le découvrir.
juste à 5 mètres de là, pratiquement à hauteur des yeux, de sorte qu'elle fut fière de ne pas avoir hurlé. L'odeur l'avait prévenue. Une odeur de rouille, âcre. Puis elle avait repéré le premier lambeau orange fluorescent, puis un autre, et un autre encore, jusqu'à finalement... Il n'avait plus de tête, ni de bras, ni de jambe gauche, si bien qu'il ne restait qu'une forme étrange, voûtée, encore accrochée aux branches d'un arbre. « Je crois qu'on rentrera pas à la maison demain », commenta Kimberly lorsque Rachel et Harold la rejoignirent. « Un chasseur ?» s'étonna Rachel, incrédule. « Mais la saison est finie depuis des mois pour les cervidés. »« Elle est finie depuis fin janvier pour les cervidés, » précisa obligeamment Harold, « mais elle se prolonge jusque fin février pour le petit gibier. Puis il y a les sangliers, les ours, les alligators. Mais on est en Georgie, il y a toujours moyen de tirer sur quelque chose. »« Pauvre vieux, » murmura Kimberly. « T'imagines ? T'es assis là dans un arbre à guetter un opossum, une grouse, une caille, un lapin, un écureuil, » compléta Harold. « Tout ça pour être décapité par un 727 ? Quelle est la probabilité ? » ?»« Quand ton heure a sonné, reconnut Harold. Rachel avait encore l'air franchement irritée. Mais après un dernier soupir, elle se reprit. « Bon, il nous reste encore quelque chose comme 1 heure avant la tombée de la nuit, ne la gaspillons pas. » En fin de compte, l'aviation civile ne s'intéressa pas trop à la présence d'une jambe dans les bois. Dans les milieux aéronautiques, la mort d'un chasseur s'apparentait à un dommage collatéral. On pouvait laisser ça au FBI. Rachel passa quelques coups de fil, réclama un nouveau véhicule de l'identité judiciaire et suffisamment d'agents et de volontaires des forces de l'ordre expérimentés pour faire une battue. 1 quart d'heure plus tard, un groupe d'adjoints du shérif et d'agents du FBI était dûment rassemblé dans les bois. Harold distribua de fines sondes à chacun des volontaires et leur donna des instructions sur l'importance de regarder en l'air et au sol. En tant que chef de ligne, il ferait de son mieux pour que tout le monde reste bien en rang, ce qui s'avérait souvent difficile sur ce type de terrain. D'après le shérif du coin, on avait signalé le matin même la disparition d'un certain Ronald Danvers, dit Ronnie. Ronnie, 20 ans, était parti à la chasse 3 jours plus tôt. Lorsqu'il n'était pas rentré, sa petite amie avait pensé qu'il était allé voir des copains. Mais ce matin-là, quand elle avait fait un tour là-bas pour l'engueuler, elle avait enfin compris son erreur. Il lui a fallu 3 jours pour comprendre qu'il avait disparu, s'étonna l'agent Tony Coble. « C'est beau l'amour. » « Il semblerait qu'ils avaient des problèmes, » expliqua Harold. « La petite copine est enceinte et apparemment sujette aux sautes d'humeur. » Harold regarda tout sauf Kimberly en disant cela. Comme il se doit, les autres se tournèrent vers elle. « Hé, j'ai pas de saute d'humeur, » dit-elle. « J'ai toujours été chiante. » La crampe de son côté gauche s'était finalement calmée, laissant derrière elle une sensation toute différente. Comme un petit hoquet sous sa dernière côte. Cette sensation était encore nouvelle et miraculeuse pour elle. Sa main restait posée sur le bas de son ventre, dans un geste on ne peut plus maternel, mais c'était plus fort qu'elle. Le reste de son équipe la regardait avec un sourire jusqu'aux oreilles. Ils avaient déjà posé une cigogne sur la cloison au-dessus de son bureau. La semaine précédente, en revenant du déjeuner, elle avait trouvé sa corbeille de courrier pleine de tétines. Les agents du FBI sont censés être des durs à cuire, mais ces derniers temps, il suffisait qu'elle pousse un profond soupir pour que quelqu'un se précipite et lui apporte un verre d'eau, une chaise, des cornichons. Quelle bande de nigauds. Mais il fallait reconnaître qu'elle les adorait, tous jusqu'au dernier. Même Harold, je sais tout. « Voilà ce qui se passe, » expliqua Rachel. « On croyait qu'on aurait le luxe de rentrer chez nous ce soir, ou pour ceux d'entre nous qui ne rentrent jamais chez eux, de faire au moins un saut au bureau pour expédier les affaires courantes, mais ça ne sera pas le cas. Il nous reste 1 heure, peut-être 2. Il faut qu'on cartographie les lieux, qu'on relève les indices et qu'on les rapporte au poste de commandement où on pourra les examiner sous les projecteurs extérieurs. Autrement dit, vous pouvez une nouvelle fois me remercier pour tous ces bons moments que vous passez grâce à moi. » Les volontaires maugréèrent. Rachel se contenta de sourire. « C'est bon, les gars. Trouvez-moi la tête de Ronnie. »
Chapitre 3. L'araignée violoniste tisse une toile irrégulière de taille moyenne dont l'entrelac de fils s'étend dans toutes les directions sans motif ni plan précis. Tiré de Biology of the Brown Recluse Spider. Julia Maxine Haidt, William J. Gladney, J.L. Lancaster, J.R.W.H. Whitcomb, Service d'entomologie, département d'agriculture, Université d'Arkansas, Fayetteville, mai 1966. Kimberly rentra chez elle peu après minuit. Elle se déplaçait dans l'obscurité de la maison avec l'aisance d'une femme habituée aux heures tardives et à la pénombre. Sac, manteau et chaussures déposés sur le banc de l'entrée. Brève pause dans la cuisine pour boire un verre d'eau. Jeter un œil au répondeur. Mac avait laissé la lampe du bureau allumée. Dans le petit rond de lumière, il avait empilé le courrier qu'il avait coiffé d'un post-it violet avec ce message manuscrit, un smiley. Une boîte à pizza vide indiquait qu'il avait dîné à la maison. Elle regarda dans le frigo s'il y avait des restes, trouva une demi-pizza au fromage et étudia les différentes possibilités qui s'offraient à elle. Yaourt allégé à la vanille, pizza au fromage froide. Il n'y avait vraiment pas photo. Elle avala la première part de pizza debout, au milieu de la cuisine, en dépouillant le courrier. Elle découvrit le catalogue de vêtements pour enfants Pottery Barn et mangea la deuxième part en louchant sur tous les articles en Vichy rose. Kimberly était convaincue d'attendre une fille. D'abord, elle ne connaissait rien aux petits garçons, alors une fille, ce serait plus logique. Et puis, psychologiquement... Et puis, un psychopathe lui avait enlevé sa mère et sa grande sœur 10 ans plus tôt. À ses yeux, Dieu lui devait quelque chose, et clairement, c'était une fille. Mac en tenait pour un garçon, naturellement, qu'il avait l'intention de nommer d'après Dale Murphy, des Braves d'Atlanta, et d'habiller de pied en cap en tenue de la première division de baseball. Kimberly pensait que sa petite fille, Abigail, Ella, pouvait flanquer la pile au petit garçon de Mac sans problème. Et il ne s'arrêtait jamais. Résultat des courses quelque part aux alentours du 22 juin. Kimberly et Mac s'étaient rencontrés presque 5 ans plus tôt à l'académie du FBI. Elle suivait la formation destinée aux nouvelles recrues, lui les cours de l'école nationale en tant qu'agent spécial du JBI, Georgia Bureau of Investigation. La première fois qu'ils s'étaient croisés, elle l'avait poursuivi un couteau à la main. Il avait réagi en essayant de lui voler un baiser. Cela résumait assez bien leur relation depuis lors. Ils étaient mariés depuis 1 an à présent. Assez pour avoir résolu les problèmes logistiques de base, qui s'occupaient des poubelles, des courses, de la pelouse, tout en étant encore suffisamment jeunes mariés pour se pardonner les petites erreurs et inévitables oublis. Mac était le romantique des deux. Il lui offrait des fleurs, se souvenait de sa chanson préférée, l'embrassait dans le cou, juste comme ça. Elle était l'archétype du bourreau de travail. À chaque jour son programme, à chaque heure sa tâche à accomplir. Elle se surmenait, ne compartimentait pas assez son existence et tomberait sans doute en dépression avant la quarantaine, sauf que Mac ne le permettrait jamais. Il était son roc. Tandis que, très probablement, elle était son ticket d'entrée au paradis. Aucun doute là-dessus, Mac ferait une très bonne mère. Kimberly soupira, se resservit un verre d'eau. Son premier trimestre s'était bien passé. Un peu de fatigue, mais rien d'insurmontable. Un peu de nausée, mais rien qui résiste à une crème dessert. Une femme normale aurait pris 15 kilos. Heureusement, avec son physique d'athlète et son métabolisme de nerveuse, Kimberly en avait à peine pris 5. Et c'était seulement maintenant, à 22 semaines, que sa grossesse commençait à se voir. Elle se portait bien, son bébé aussi, et son beau brin de mari était sur un nuage. Ce qui expliquait sans doute pourquoi, les soirs comme celui-ci, Kimberly se demandait s'il n'avait pas fait une énorme bêtise. Il n'avait pas grand-chose à voir avec un couple marié traditionnel. Ils s'étaient rencontrés sur une scène de crime et avaient commencé à sortir ensemble alors qu'ils traquaient un tueur en série. Au cours des dernières années, c'était encore sur une affaire, dans l'Oregon, qu'ils avaient passé le plus de jours consécutifs ensemble, l'enlèvement de la belle-mère de Kimberly. Ils ne sortaient pas le vendredi soir, profitaient même rarement des câlins du dimanche matin. Le bip de Kimberly sonnait, ou bien celui de Mac.
L'un d'eux partait, et l'autre comprenait simplement que ce serait son tour la prochaine fois. Tous deux adoraient leur boulot, accordaient à l'autre une certaine liberté, et ça marchait comme ça. Seulement, Kimberly avait entendu dire que les bébés ont absolument besoin qu'on s'occupe d'eux le vendredi soir, qu'on leur fasse des câlins le dimanche matin, et qu'on leur consacre beaucoup de temps entre les deux. Qu'est-ce qui allait céder du terrain ? Son boulot ? Celui de Mac ? À moins qu'il puisse s'en sortir avec l'aide de la mère de Mac ? Cela dit, quel était l'intérêt d'avoir un enfant si c'était pour en confier le soin à quelqu'un d'autre ? Depuis peu, Kimberly faisait des cauchemars, des rêves terriblement saisissants dans lesquels Mac mourait dans un accident de voiture, se faisait descendre en mission ou renversé en allant chercher des burgers au Chick-fil-A. À la fin du rêve, elle se voyait toujours le combiné du téléphone à la main. « Nous avons l'immense regret de vous apprendre le décès de votre mari », tandis qu'au bout du couloir retentissaient les vagissements aigus d'un nourrisson. Elle se réveillait, trempée de sueur et tremblante de terreur. Elle, qui s'était un jour retrouvée dans une chambre d'hôtel avec le pistolet d'un tueur sur la tempe comme le baiser d'un amant. Elle était forte, intelligente, solide, et elle savait, elle avait la certitude absolue qu'elle ne pourrait pas y arriver toute seule. Ces nuits-là, elle se détournait du corps chaud et ferme de son mari. Elle se recroquevillait, une main sur le ventre. Elle regardait fixement le mur sombre à l'autre bout de la chambre et regrettait sa mère. Kimberly termina le catalogue, posa son verre d'eau, passa dans la salle de bain pour inviter où elle se brossa les dents en silence. Ses cheveux sentaient toujours le kérosène. Ses vêtements et sa peau empestaient le barbecue graisseux. Elle balança ses vêtements dans la buanderie, puis, toute nue, descendit le couloir à pas de loup jusqu'à la grande chambre. Mac avait laissé la lampe de chevet allumée. Désormais habitué à leur rythme respectif, il ne broncha pas lorsqu'elle ouvrit la douche, puis fouilla dans les tiroirs à la recherche de son pyjama. Lorsqu'enfin elle se glissa toute fraîche sous les draps, il se tourna vers elle et leva un bras groggy pour l'accueillir. « Ça va ?» murmura-t-il. On a retrouvé la tête de Ronnie. « Chouette. » Elle se blottit dans la chaleur du corps de Mac, lui prenant la main pour la presser sur son flanc, où les coups donnés par le bébé produisaient maintenant comme des battements d'ailes de papillon qui lui remplissaient le cœur. Bruit de voix. « Écoute, Sal, je suis sûre que tu peux faire mieux. Il est 3 heures du matin, bon sang. » À tous les coups, la fille n'a même jamais rencontré Kimberly. Elle veut juste ton bon de sortie de prison, tu sais comment ça se passe. En entendant son nom, Kimberly s'extirpa des limbes du sommeil. Elle ouvrit les yeux et découvrit Mac à l'autre bout de la chambre en pleine conversation sur son portable. À la seconde où il remarqua qu'elle avait les yeux ouverts, il rougit d'un air coupable. Puis, très ostensiblement, il lui tourna le dos tout en continuant à protester. Quelle information précise n'a-t-elle donnée qui justifierait la visite personnelle d'un agent du FBI ? Ouais, ben voyons, on va pas aller loin avec ça. D'ailleurs, ça doit être au JBI de jouer dans cette affaire, pas au FBI. Kimberly était maintenant bien réveillée, et de plus en plus énervée. Max se passait la main dans les cheveux. « De toi à moi, tu crois que c'est du sérieux ou juste une gamine qui se sent piégée ?»« Ouais, je sais que ce n'est pas à toi d'en juger, mais fais-le quand même. » Mais Sal refusait de jouer à ce petit jeu, apparemment. Mac soupira, se passa à nouveau la main dans les cheveux, puis se retourna à contre-cœur vers sa femme, le portable sur l'épaule, l'air résigné. Avant qu'elle puisse amorcer sa tirade, il lança une frappe préventive. C'est l'agent spécial Salvatore Martignetti du JBI. Les flics de Sandy Springs ont arrêté une prostituée qui prétend être ton informatrice. Elle n'a pas ta carte et ne semble rien savoir sur toi, mais elle refuse d'en démordre. Comme ces policiers collaborent avec Sal sur VICMO, ils l'ont appelé et lui m'a passé un coup de fil. Le programme VICMO, Violent Crimes and Major Offenders, se donnait pour objectif de mettre en réseau les policiers de tout l'État afin d'identifier les modes opératoires récurrents. En réalité, il s'agissait de la tentative d'un bureaucrate quelconque pour obtenir que les multiples forces de l'ordre collaborent. Si Sal a des infos sur moi, il devrait m'appeler directement. Est-ce que c'est pas le but de toutes ces équipes plurijuridictionnelles ? On forme tous une grande famille, on a les numéros les uns des autres en mode préenregistré. Mac lui décocha un regard appuyé.
Ne commence pas. La fille prétend s'appeler Delilah Rose. Ça te dit quelque chose? À part que c'est manifestement un pseudo. Tu n'as pas à y aller. Bon sang, ça fait 3 heures que t'es rentrée et je suis sûre que tu retourneras à l'accident d'avion pour 6 heures du matin. Qu'est-ce qu'elle a comme info? Elle refuse de donner le moindre détail. Elle dit que ça ne regarde que toi. Mais ça, elle a un avis. Mac haussa les épaules. Je crois qu'elle dit posséder des informations sur une autre prostituée qui aurait disparu. Kimberly s'étonna. Et pour ça, ce serait au JBI de jouer, comme tu le formules si joliment? Demanda-t-elle sarcastique. C'est ce que j'ai lu dans le code, oui. Pas si le crime suppose de franchir les frontières de l'État, répondit Kimberly en repoussant les couvertures pour sortir du lit. Kimberly, je vais aller parler à une fille, Mac, pas biner les champs de coton. Crois-moi, même une femme enceinte peut faire ça. Après toutes ces années, Mac savait quand il avait perdu la bataille. Il retourna au portable. Sal, t'as entendu? Ouais, elle va venir voir la fille. Tu veux me rendre un service? Assure-toi qu'il y a plein de bouteilles d'eau dans le commissariat. Oh, je t'en prie, lança Kimberly par-dessus son épaule. Pourquoi tu lui demandes pas de faire des provisions de cornichons tant qu'on y est? Sal avait dû entendre ça aussi. Non, 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 corrigeait déjà Mac. Mais si tu veux une confidence, tu obtiendras tout ce que tu veux d'elle en échange d'une crème dessert à la vanille. J'en ai toujours en stock dans ma voiture. C'est sans doute la seule raison pour laquelle je suis toujours en vie. Oh, et n'oublie pas les petites cuillères en plastique, sinon c'est affreux à voir. Ouais, merci vieux. Salut. Lorsque Kimberly ressortit de la salle de bain, elle s'était passé de l'eau froide sur le visage et était complètement réveillée. Mac avait regagné leur grand lit double, mais restait assis à la regarder d'un air sombre. Elle sortit du placard un pantalon propre et l'enfila. Il ne prononçait toujours pas un mot. Le conflit durait déjà depuis 3 mois et n'était pas près d'être résolu. Kimberly assumait une sacrée charge de travail, même à l'aune du FBI. Dans le monde de l'après-11 septembre, les services criminels de la maison avaient été décimés pour assurer la sécurité nationale. À Atlanta, les effectifs du département de police judiciaire étaient passés de 16 à seulement 9 agents, et les semaines de travail de 50 heures s'étaient muées en marathon de 70 heures. Il n'était pas rare que les journées commencent à 9 heures pour se prolonger jusqu'à des heures indues. Comme si cela ne suffisait pas, et en plus de ses obligations de service, Kimberly avait rejoint la brigade de relevé d'indices, ce qui lui ajoutait encore 40 ou 50 interventions par an, sur des situations aussi stressantes que catastrophes aériennes, braquage de banque, prise d'otages, enlèvement et autres barreaux d'honneur d'un gourou de secte. Pour ces activités facultatives, les agents recevaient une formation gratuite, mais aucune rallonge de salaire. L'agent était au service de l'administration, le travail gratifiant en lui-même. Kimberly n'était enceinte que depuis 4 semaines lorsque Mac avait commencé à remettre en cause le fait qu'elle ait besoin de travailler autant pour se sentir gratifiée. Peut-être qu'elle pourrait rejoindre les services de la délinquance en col blanc, ou mieux encore se faire muter à la brigade antifraude à la sécurité sociale, aux côtés de Rachel Childs. Rachel ne traitait que 5 dossiers par an. Certes, ces affaires exigeaient un maximum de paperasse, mais elles offraient des délais beaucoup plus importants et donnaient une certaine souplesse, permettant, dans le cas de Rachel, de chapeauter les équipes de relevé d'indices ou, dans le cas de Kimberly, de faire un bébé. Lutter contre la fraude à la Sécu était un travail utile. D'ailleurs, comme Mac se plaisait à le dire quand il s'échauffait vraiment, la lutte antifraude était l'âme du FBI. Kimberly avait proposé d'entrer dans le contre-terrorisme et de passer 6 mois en Afghanistan. Cela avait cloué le bec de Mac pour un jour ou deux. Au FBI, tout tournait autour des besoins du bureau. Pourquoi les nouvelles recrues n'étaient-elles pas autorisées à choisir leur première affectation? Et pourquoi, de fait, un nouvel agent originaire de Chicago avait-il plus de chances d'être envoyé dans l'Arkansas, alors même que l'antenne de Chicago avait davantage besoin de renforts? Parce que les autorités voulaient d'emblée s'assurer que tout le monde comprenait bien cette règle simple. Les besoins du bureau passaient avant tout. Vous étiez au service de l'État, vous protégiez la nation, et le FBI accordait à cette mission autant de poids que n'importe quelle division des forces armées. Le FBI avait besoin de Kimberly au département de police judiciaire. Elle était bonne à ce poste, expérimentée sur le terrain. D'ailleurs, demander une mutation maintenant serait faire affront à ses collègues masculins dont la plupart avaient eux aussi des enfants. Elle avait enfilé sa chemise, puis une veste noire classique qu'elle ne pouvait plus boutonner, mais qui passait encore si elle la laissait ouverte.
Elle inspecta son reflet dans le miroir. De face, on n'aurait jamais deviné qu'elle était enceinte. Mais si elle se mettait de profil... Un autre battement d'aile. Sa main se posa au creux de sa taille. Sa façon à elle de faire un sourire contrit. Parce que autant elle adorait son boulot, autant il fallait reconnaître qu'elle adorait déjà ça aussi. Elle s'approcha du lit et embrassa Max sur la joue. « J'ai raison, tu as tort, » l'informa-t-elle. « Tu n'as pas entendu un mot de ce que j'ai dit ? Oh que si !» Il posa une main sur la nuque de Kimberly, l'attira à lui pour un baiser plus sérieux. Ils savaient tous les deux combien il était important de ne jamais quitter la maison en colère. « Les choses ont changé maintenant, » dit-il doucement. « Je sais que les choses ont changé, Mac. C'est moi qui porte des pantalons à taille élastique. Je me fais du souci. Eh bien, tu ne devrais pas. D'après l'examen de la semaine dernière, maman et bébé se portent comme un charme. » Elle poussa un soupir, s'adoucit un peu. « Encore 8 à 12 semaines, Mac, c'est tout ce que je te demande. Ce dernier petit créneau avant que je ne devienne carrément obèse et que je sois obligée de t'obéir au doigt et à l'œil parce que j'arriverai plus à enfiler mes chaussettes toute seule. » Elle lui donna un dernier baiser, sentit sa résistance à la crispation de sa mâchoire. Elle se redressa et se dirigea vers la porte. Elle entendit aussi ces derniers mots. La phrase qu'il ne prononçait jamais et ne prononcerait sans doute jamais, mais qui restait en suspens entre eux. Le père de Kimberly aussi avait fait passer les besoins du FBI avant tout le reste. Et cela avait eu raison de sa famille. Chapitre 4. La morsure elle-même est généralement indolore. Tiré de Brown Recluse Spider, Michael F. Potter, entomologiste urbain, département d'agriculture de l'Université du Kentucky. Sandy Springs se trouvait à 25 km au nord d'Atlanta, au croisement de la nationale 285 et de la Georgia 400. Zone urbaine de première importance, elle comptait 4 hôpitaux, plusieurs entreprises classées parmi les 500 premières du pays et, comme son nom l'indiquait, une source d'eau douce. Mais si Sandy Springs s'efforçait de se bâtir une réputation de ville familiale, elle restait plus connue pour sa vie nocturne, ses bars ouverts jusqu'à 4 heures du matin et sa pléthore de salons de massage toujours avides de nouveaux clients. Que vous soyez jeune ou vieux, homme ou femme, ivre ou sobre, il y avait toujours moyen de passer du bon temps à Sandy Springs. Ce qui commençait à agacer sérieusement les résidents, qui, en juin 2005, votèrent à une écrasante majorité en faveur de la fusion de la zone en une seule et même agglomération, qui devint du jour au lendemain la 7e de l'État. Première mission du tout nouveau conseil municipal, créer son propre service de police pour sévir contre les éléments les plus indésirables de la région. Et oui, mon petit gars, Sandy Springs avait pris le train de la rénovation urbaine en marche jusqu'à voir fleurir les restaurants hyper branchés. Kimberly n'avait encore jamais travaillé avec cette police municipale. Elle supposait que ses agents seraient soit des bleus, soit des cinquantenaires retraités à la police d'État qui se la couleraient douce en entamant une deuxième carrière dans une ville bourgeoise. Elle eut un peu des deux. Le gamin qui l'accueillait à la porte n'aurait sans doute pas besoin de se raser avant encore quelques années. Le brigadier de nuit, en revanche, avec ses cheveux clairsemés et son bedon proéminent, avait manifestement vu du pays. Il lui serra la main avec chaleur et, après un petit signe de tête vers le gamin, adressa à Kimberly un regard qui voulait dire « Vous voyez un peu le blanc-bec qu'on a mis sous mes ordres ». Au cas où ça n'aurait pas suffi, il lui fit un petit clin d'œil en souriant. Kimberly ne lui rendit ni le clin d'œil ni le sourire, et le brigadier Trevor finit par renoncer. « Nous avons ramassé la fille à peu près à 1 heure du matin, » expliqua-t-il. Elle travaillait à la gare de banlieue. « À la gare ?» ne put s'empêcher de l'interrompre Kimberly. Pour une raison quelconque, elle avait supposé que la fille s'était fait pincer au cours d'une descente dans un salon de massage. Les prostituées qui faisaient le trottoir étaient l'apanage des quartiers chauds comme Felton Industrial Boulevard. En théorie, Sandy Springs était trop hype pour des méthodes aussi voyantes. « Ça arrive », répondit Trevor, « surtout depuis qu'on multiplie les descentes en boîte.
Certaines personnes pensent pouvoir se fondre dans la masse des clubbers, vous voyez, sauf que les putes sont légèrement plus habillées. Quant aux autres, soit elles sont trop défoncées pour en avoir quelque chose à foutre, soit elles sont en service commandé pour recruter d'autres poulettes, ce genre de choses. Faut repeupler le poulailler, vous voyez. Trevor bomba le torse, manifestement désireux d'impressionner la fédérale. Avant d'occuper ce poste, il avait sans doute été agent de sécurité, estima Kimberly. N'importe quel boulot qui lui permette de porter un uniforme. Le gamin s'était éclipsé. Kimberly soupçonna que c'était aussi sur ordre de Trevor. Il voulait tenir la vedette. Elle se pinça l'arête du nez. Elle aurait préféré retourner à la catastrophe aérienne. Elle demanda à Trevor son procès-verbal de l'arrestation. Il l'imprima. Elle jeta un œil aux détails, heure, lieu, autre activité. La situation semblait limpide. La fille avait été prise avec 1 gramme de cristal en poche et c'était désormais la prison qui l'attendait. Alors évidemment, Delilah Rose soutenait qu'elle était informatrice pour la police fédérale. « Je vais lui parler », dit Kimberly. Une affaire de drogue laissa échapper Trevor. Elle va donner un dealer. Peut-être un réseau d'approvisionnement. Bon sang, le cristal est en train d'envahir tout l'État. Arrangez-vous pour qu'elle vous balance un gros poisson, pas du menu fretin. Faudrait un gros coup de filet dans cet état. Je tâcherai de m'en souvenir, lui assura ironiquement Kimberly. Elle est où? Trevor la conduisit à une salle d'interrogatoire. C'était l'autre avantage de se faire passer pour un mouchard. Au lieu d'attendre en cellule, Delilah avait droit à une petite pièce carrée rien que pour elle et une canette de Coca Light. Ça valait le coup. Kimberly marqua un arrêt devant la porte. À travers le miroir sans teint, elle vit pour la première fois la soi-disant informatrice. Elle la jaugea d'un coup d'œil, sans rien laisser paraître. Delilah Rose était blanche. Ce qui était surprenant dans un état où la majorité des prostituées étaient noires, ou, notamment dans les salons de massage, asiatiques. Elle paraissait avoir la vingtaine, avec le teint brouillé et les cheveux blonds sales d'une femme qui vivait trop fort, trop vite. Pendant que Kimberly se tenait là, la fille leva un visage belliqueux et regarda droit vers le miroir. Des yeux bleus vifs, une mâchoire dure, farouche, lucide. « Bien, je m'en occupe, dit Kimberly à Trevor. Merci de m'avoir appelé. »« À votre service. Vous nous tiendrez au courant. Merci de m'avoir appelé, » répéta Kimberly avant de bousculer le brigadier Ripley pour entrer dans la petite salle. Kimberly prit son temps, ferma la porte, tira une chaise en plastique dur, s'assit. De la poche de sa veste, elle sortit un dictaphone, prit un petit carnet à spirale et 2 stylos. Enfin, elle consulta sa montre d'un geste théâtral et nota l'heure en haut du calepin. Après quoi, elle posa son stylo, s'adossa à sa chaise et, croisant les mains sur son ventre, entreprit de dévisager Delilah Rose. 1 minute s'écoula, puis 2 ou 3. Kimberly se demanda si le brigadier Trevor observait de l'autre côté du miroir. Nul doute qu'il s'impatienterait très vite de cette absence de spectacle. La fille était douée, mais Kimberly meilleure. Delilah craqua la première, prit son coca, s'aperçut que la canette était vide et la reposa nerveusement sur la table. « Vous en voulez un autre ?» demanda tranquillement Kimberly. « Non, merci. » Ah, les bonnes manières. La plupart des suspects, informateurs, drogués, essaient de voir ce qu'elle donne sur la police, se raccrochant peut-être à cette promesse qu'on fait aux enfants, il n'y a qu'à dire le mot magique. Ils sont très polis, du moins au début. Kimberly redevint silencieuse. La fille s'éclaircit la voix, puis commença à faire tourner la canette vide du bout des doigts. « Vous essayez de me déstabiliser ?» dit-elle enfin d'un ton boudeur, légèrement accusateur. « Vous êtes défoncée, Delilah Rose ?»« Non. » »« La police dit qu'on vous a prise avec du cristal. »« Je me drogue pas, jamais. »« Gardez seulement le sachet pour un ami. Comment j'étais censée savoir que c'était du cristal ? » ?»« Vous buvez ? » ?»« Des fois, mais pas ce soir. »« Je vois. Et qu'est-ce que vous faisiez ce soir ? » ?»« Putain !» répondit-elle. Le naturel revenait au galop. « Je faisais trop que dalle ce soir. Je suis juste passée dans une boîte danser un peu. Et j'allais choper le train pour me rentrer. Depuis quand c'est un crime de prendre les transports en commun ?
Kimberly examina la tenue de Delilah. Sous un blouson bleu marine trop fin pour la saison, cette fille était une publicité ambulante pour le lycra. Une mini-jupe brillante couleur aubergine, un haut dos nu noir de jet, tellement serré que ses seins sortaient par les côtés. Et puis il y avait les talons aiguilles de 10 centimètres. Kimberly entrevit ce qui ressemblait à une toile d'araignée tatouée autour du nombril avant que Delilah, gênée, ne tire sur son haut. Un deuxième tatouage apparut sur sa nuque, une araignée qui grimpait vers ses cheveux. « Qui a dessiné ça ?» demanda Kimberly en montrant le cou de Delilah. « J'ai oublié. »« Jolie toile sur votre ventre. Qu'est-ce que c'est l'anneau dans votre nombril ? Une araignée pour aller avec la toile ? Pas bête. » La fille ne répondit rien, releva le menton d'un air belliqueux. Kimberly lui accorda encore 1 minute, puis décida que ça suffisait. Elle se redressa, attrapa son dictaphone, le carnet à spirale, le premier stylo. « Mais qu'est-ce que... » s'écria Delilah. « Je vous demande pardon ?» demanda calmement Kimberly en rangeant le dictaphone dans sa poche. « Mais vous allez... Vous m'avez même pas encore posé de questions. Vous bossez pour le FBI, oui ou non ?» Kimberly haussa les épaules. « Vous avez dit que vous ne faisiez rien. Vous affirmez que la drogue ne vous appartient pas. Alors très bien, vous êtes la Sainte Vierge et moi je retourne me coucher. » Kimberly tendit la main vers son deuxième stylo. La fille lui attrapa le poignet. Pour une petite chose mal nourrie, Delilah Rose était forte. Kimberly connaissait cette force-là. C'était celle du désespoir. Très lentement, Kimberly rencontra le regard trop brillant de la fille. « Je ne vous connais pas. C'est la première fois que nous nous voyons. Moyennant quoi, vous n'êtes pas mon informatrice et en ce qui me concerne, les gars de Sandy Springs peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Maintenant, lâchez mon poignet, vous allez le regretter très vite. Il faut que je vous parle. Et ça fait 6 minutes que je suis là. Vous n'avez rien eu à me dire. Je veux pas que cet abruti de brigadier écoute. » La fille avait lâché le poignet de Kimberly. Elle lança un regard vers le miroir sans teint. « Le brigadier Trevor n'est pas votre problème, c'est moi votre problème. Et vous ne m'avez toujours pas donné de raison de rester. » Kimberly prit le stylo et le rangea. « Il va me tuer. »« Le brigadier Trevor ? Non, l'homme, je connais pas son nom. Enfin, pas son vrai nom. Il se fait appeler Monsieur Diné Cara. Avec les filles, on l'appelle l'homme aux araignées. Monsieur Diné Cara ? Vous savez, comme arachnide. C'est un... Comment on appelle ça ? Un anagramme. » « Oh, pitié !» ne put s'empêcher de répondre Kimberly. Elle regarda à nouveau l'accoutrement de la fille en levant un sourcil sceptique. « Il n'est pas comme les autres. »« Ouais, dit Kimberly qui repoussait déjà sa chaise en plastique dur et se levait. « C'est pas pour du sexe qu'il paie. Du moins pas au début, » expliqua Delilah d'une voix qui se faisait plus pressante. « L'homme aux araignées paie les filles pour... Comment ? Pour qu'elles jouent avec ces bestioles. 10 $ si on touche la migale, vous voyez ? 30 si on la laisse monter sur son bras. Des trucs glauques comme ça. Jouer avec ces bestioles. Oh, le venin d'une migale n'est pas assez puissant pour vous faire du mal, vous savez, expliqua Delilah qui semblait sincère. Elles sont très timides en fait. Et, comment dire, fragiles. Faut les manipuler avec douceur, sinon on peut les blesser. Kimberly ne disait plus rien, essentiellement parce qu'elle ne voyait pas trop quoi répondre. Delilah, en revanche, était enfin lancée. Alors au début, vous voyez, ce qu'il veut, c'est des trucs, avec ses bestioles. Mais ensuite, il veut pas simplement que ces araignées marchent sur votre bras. Il veut les voir marcher à d'autres endroits. Et puis ça l'excite pas mal. Alors ensuite, il veut faire d'autres trucs. Et ouais, peut-être que c'est un peu différent et que ça branche pas toutes les filles, mais bon, d'un autre côté, il paie pas mal. C'est quoi, pas mal ? 100 pour une branlette, 150 pour une pipe. 200 si on laisse l'araignée regarder. Regardez. Depuis sa cage, évidemment. Parce qu'on peut pas laisser une migale se promener en liberté sans surveillance. On risquerait de l'écraser. Tout juste ce que je craignais, murmura Kimberly.
Pile au moment où on croyait avoir tout entendu, un pervers repoussait encore les limites. Ok, donc Dean et Kara et vous faites vos petites affaires ensemble, dit Kimberly en lorgnant à nouveau les tatouages de la fille. Pour être franche, on dirait que vous êtes faits pour vous entendre tous les deux. Et comme vous dites, il paie bien. Alors qu'est-ce que vous foutez là ? Delilah détourna les yeux. Le charme qui l'avait fait parler était rompu. Elles étaient de retour dans le monde du silence. Quelque chose a mal tourné, marmonna-t-elle. Sans blague. Allez, on n'a pas toute la nuit. Pourquoi vous avez demandé à me voir ? Les lèvres de la fille se mirent à trembler. À cause de Ginny. Ginny Jones. Elle est partie avec lui. Et personne ne l'a revue depuis. Kimberly se rassit, sortit son calepin et son stylo, mit le dictaphone en marche. La fille regarda l'appareil avec nervosité mais ne protesta pas. « Je veux une protection », lâcha-t-elle. « Une protection ? Comme quoi, par exemple ? Qu'on me mette en lieu sûr, qu'on me donne une protection policière, tous ces trucs qu'on voit à la télé. Delilah, c'est de la télé. Dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Il faut payer pour jouer. » Payer pour jouer, qu'est-ce que ça veut dire ? Kimberly ne plaisantait pas. Ça veut dire qu'il faut donner une vraie information sur un vrai crime, des éléments précis et détaillés. Si je suis en mesure de les confirmer, alors on pourra discuter des possibilités. Précis comment ? Commençons par un nom. Ginny Jones, vrai nom ou pseudo ? Virginia, murmura la fille. Son vrai nom, c'était Virginia Jones, mais tout le monde l'appelait Ginny. Elle était sympa. Elle prenait pas de drogue, tous ces trucs qu'on voit. Seulement, je sais pas, il lui était arrivé quelque chose, quelque part. C'est toujours comme ça que ça se passe, non ? Demanda-t-elle avec un pauvre sourire. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ? Il y a plusieurs mois. Un mercredi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.